Invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux érigés sur la place des évolués. C'est un plaisir de recevoir un expert. Ce n'est pas aussi chaque jour qu'on reçoit un directeur général d'une entreprise publique, mais aujourd'hui, il nous a fait l'honneur d'être parmi nos invités. Et il s'agit de M. Idesbald Chinamula. Il est directeur général des Lancer. Bonjour, M. Idesbald. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un grand plaisir aussi d'être invité par vous. Merci beaucoup. Je voudrais, d'entrée de jeu, vous demander de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle donc Idesbald Chinamula. Je suis directeur général, comme vous l'avez mentionné, de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Voilà. Alors vous êtes DG, mais moi je vous connaissais déjà sous une casquette d'un expert qui a travaillé beaucoup sur les questions des énergies, surtout les énergies renouvelables. Et aujourd'hui vous êtes directeur général à la tête d'une entité qui va s'occuper beaucoup plus de l'électrification de l'arrière-pays. C'est le couronnement de votre lutte? Je peux dire oui en partie. On est sur le chemin des couronnements. Le couronnement sera acquis lorsqu'effectivement nous allons arriver à électrifier les milieux ruraux et périurbains. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est pour nous une passion. Nous avons travaillé, vous vous souvenez, sur l'Atlas des énergies renouvelables et nous avons découvert, on a réalisé, après plusieurs études réalisées, que le pays a un potentiel énorme et qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas vivre sans électricité dans ces pays. Donc ça c'est quand même une révolte après plusieurs études faites. Nous avons donc produit cet atlas des énergies renouvelables parce que, vous vous souvenez, à l'époque, toute la politique énergétique de ces pays était battue sur Inga. Tous les efforts, on ne faisait que parler de Inga. Et malheureusement, Inga exige des ressources énormes, importantes, que les pays ne peuvent pas mobiliser. Pourtant, dans chacun des territoires, il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut développer très rapidement et pour voir aux besoins des populations en termes d'électricité. Dans chacun des territoires? Dans chacun des 145 territoires de la RDC. On peut facilement produire du courant dans chaque territoire? Chaque territoire a un menu conséquent, un menu vraiment réel, un menu disponible, pertinent pour le développement des solutions énergétiques propres à ces territoires. Wow. Et ça c'est des choses que nous avons fait connaître en disant on peut aller vers les solutions décentralisées. C'est pour ça que nous sommes vraiment les défenseurs de cette approche. Ah, c'est très bien. Donc, si je comprends bien, c'est ça même la motivation qui vous anime pour pouvoir mener à fond une lutte contre l'obscurité dans les milieux périurbains, c'est ça? Tout à fait. Donc, pour nous, c'était un honneur de recevoir cette proposition de la part du chef de l'État, d'avoir été consulté pour nous proposer directeur général. Donc, on a effectivement apprécié, beaucoup apprécié. Et nous avons dit c'est une occasion, c'est vraiment un tremplin pour nous, pour poursuivre ce qu'on avait commencé au sein du système des Nations Unies, au PNID, d'où je viens justement. Mais dites-moi si ce n'est pas un secret, ça s'est passé comment pour que vous soyez recruté? Vous étiez à la maison, il y a un coup de fil qui passe et puis on vous appelle bien à la présidence? C'était comment? Bon, écoutez, je pense que pour ces secteurs, les chefs de l'État cherchaient vraiment des experts. Je l'ai réalisé avec le temps. Effectivement, j'ai été consulté et j'ai accepté. Je crois qu'il a vu aussi l'Atlas des énergies renouvelables, j'imagine. Et en tout cas, il a lu ça parce qu'après, quand je suis arrivé au cabinet à la présidence de la République, j'ai trouvé qu'il y avait un exemplaire de cet ouvrage. Et donc, il voulait connaître qui l'a produit. Et aussi beaucoup d'échanges, on a eu beaucoup d'échanges. Derrière tout ça, mais après aussi ma nomination, c'est beaucoup plus après ma nomination que j'ai compris ses motivations profondes. Parce qu'après ma nomination, j'ai eu beaucoup des séances d'échange avec lui. Et là, il est entré vraiment dans les détails. J'ai compris tout de suite là pourquoi il a jeté son dévolu sur moi, en tout cas sur ma modeste personne. Parce qu'il voulait y ver quelque chose de concret, d'assez rapide. Et il est aussi choqué un tout petit peu par la situation du pays, situation qu'il a trouvée par ailleurs, où nous avons un taux d'électrification parmi les plus faibles, et alors qu'il y a un potentiel énorme et que les défis peuvent être relevés. Il y croit, il nous pousse à aller de l'avant. Et ça, c'est un capital de confiance immense qui vraiment me donne des ailes pour aller de l'avant. Ah, ça c'est très bien, vous dites que les chefs de l'État veulent quelque chose de concret, quelque chose de plus pratique. Vous avez cette chose-là? Oui, bien sûr, parce que nous y croyons aussi. Nous-mêmes, quand on a sorti l'Atlas des énergies renouvelables, quand on l'a produit, on disait qu'il y a possibilité d'avoir des choses pratiques, concrètes. Nous avons expérimenté avec le programme des Nations Unies sur le développement. Il y a quelques mini-microcentrales hydroélectriques qui existent, ça et là, à travers le pays.
qui sont effectivement les produits de cette réflexion, de cette attitude réaliste. Nous avons cru qu'il est possible de développer des solutions vraiment décentralisées à petite échelle. Nous avons mobilisé quelques ressources auprès des partenaires au sein du système des Nations Unies. Nous l'avons expérimenté, ça marchait. Et vous vous souvenez, il y a 2 ans, en 2019, à Goma, nous avons organisé un atelier sous-régional qui réunissait une dizaine de pays de l'Afrique centrale autour des microcentrales hydroélectriques. Ils sont venus, ces pays sont venus avec leurs experts voir ce que la RDC fait à petite échelle. Et ces pays ont appris énormément de choses. Ils ont vu tout ce que nous avons fait, surtout dans la partie est du pays. Ils ont vu, ils ont appris des modèles qui marchent. Donc c'est des solutions réelles qui répondent à des besoins concrets sur le terrain. Mais malheureusement, au niveau du pays, ce n'était pas suffisamment diffusé. Ça, c'est vrai. Même moi-même, je n'ai pas assez d'informations sur ce qui se fait à l'Est. J'espère peut-être qu'à travers votre direction, on pourrait aller visiter tout ce qui se fait, que ce soit à l'Est, que ce soit à l'Ouest, que ce soit même ici à Kinshasa, parce que j'étais sur le plateau de Bateke, j'ai vu une microcentrale, je me suis posé la question, est-ce que l'ANSER est passé par ici? C'est vous qui travaillez là-bas quand même? D'abord, je voudrais, par rapport à la première intervention, vous dire, M. Alfred Toumba, que j'apprécie beaucoup votre émission et je suis un peu surpris d'apprendre que vous n'êtes pas informé de ce qui se passe à l'Est. Pas du tout. C'est en même temps un défi pour moi qu'il faut qu'on communique là-dessus. Exact. Et quelqu'un comme vous, surtout votre organe de presse, avec tout le travail que vous faites, je pense qu'il faut qu'on puisse aussi vous donner cette opportunité de voir cela pour nous aider à relayer l'information. Ça, c'est noté de ma part. En tout cas, c'est noté. Pour la question maintenant, ce qui se passe au plateau de Bateke, nous sommes concernés, oui. Nous sommes concernés. Ça c'est des perspectives qui se sont passées en tout cas en prélude de l'arrivée des Anser. Parce qu'avant Anser, il y avait quand même des cellules de préparation. Les concepts étaient déjà là, les concepts on peut dire, des villages modernes, les concepts d'électrification décentralisée a été quand même discuté depuis quelques temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Anser, lui, a été créé depuis 2016. À la suite de la réforme du secteur de l'électricité qui, elle, date de 2014, avec la promulgation par les chefs de l'État de l'époque de la loi libéralisant le secteur de l'électricité. C'est cette loi qui donne mandat à la création de 2 agences importantes, stratégiques. La première agence s'appelle Autorité de régulation du secteur de l'électricité, qui est dirigée par Madame Sandrine Moubenga, directeur général, à qui je fais un petit coucou, je la salue. Et nous travaillons très bien avec elle, justement parce qu'on est appelés à coopérer ensemble. La deuxième agence, justement, c'est l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et l'Agence nationale de l'électrification et des promotions, j'aime bien dire promotion, des services énergétiques en milieu rural et périurbain. C'est celle-là que j'ai l'honneur de diriger. Super. Donc, si je comprends bien, vous dépendez de la présidence de la République, non? Non, on ne dépend pas de la présidence de la République. C'est vrai que l'impulsion de la réforme est donnée par la présidence de la République et particulièrement par les chefs de l'État lui-même. Mais nous sommes sous la tutelle directe du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, mais avec un conseil d'administration composé quand même de 4 ministères. Il y a celui du budget, parce que l'électrification rurale, on va y l'aborder, je pense. L'électrification rurale et périurbaine exige des ressources très importantes. Très importantes. Ça, c'est une question que j'attendais vous poser. Bon, on va y arriver. Donc, il y a le ministère du budget. C'est lui qui fait la programmation budgétaire, en tout cas qui donne les moyens. Le ministère aussi important, c'est celui de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, parce qu'il faut que ça soit arrimé. Notre politique d'électrification doit être arrimée avec les plans de l'aménagement du territoire. Le troisième ministère au sein du conseil d'administration, c'est celui du développement rural. On veut en même temps que cet arrimage concourt aux objectifs de développement dans les zones rurales et périurbaines où nous intervenons. Et puis bien sûr, il y a le ministère de l'énergie et ressources hydrauliques, bien sûr, qui lui, maintenant, essaye de mener les bateaux. Mais vous ne travaillez pas aussi en collaboration avec le ministère de l'Environnement non plus? Si, le ministère de l'Environnement, j'ai cité les ministères qui sont directement impliqués dans les conseils d'administration. Voilà. Mais par contre, nous sommes appelés à travailler avec les autres. Et le ministère de l'Environnement, pour nous, c'est un ministère clé, essentiel, critique. Non seulement sur les aspects techniques, parce que les énergies que nous prenons, ce sont les énergies renouvelables, décentralisées, qui prônent le développement durable. Donc le ministère de l'Environnement est un acteur majeur, mais aussi c'est un partenaire d'État pour la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, il y a beaucoup de guichets de financement pour lesquels le ministère de l'Environnement est point focal. Donc c'est par son trichement que nous devons mobiliser des ressources et donc nous avons tout intérêt à collaborer avec ces ministères stratégiques. Quelles sont
les objectifs que vous poursuivez en tant qu'agence et quelles sont les perspectives? Je vais expliquer les contextes des lanceurs. Ok. Nous sommes dans un contexte, en 2014, la promulgation de la loi libéralisant les secteurs de l'électricité. Cette loi abroge les monopoles de la SNEL. Oui. Complètement abrogé. La SNEL n'a plus le monopole, doit être muée, en tout cas transformée en société commerciale. Parce que, pourquoi cette mutation? Pourquoi cette réforme d'abord? Les retards accumulés par les pays. Les pays ont accumulé un retard impossible, incroyable, en termes d'électrification. Oui. Du coup, aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, elles se sont rendues compte, les autorités, que pour électrifier ces pays, il faut des ressources très importantes. Oui. Et ces ressources, l'État ne peut pas les mobiliser à lui seul. Les ressources, il faut aller les chercher sur la place publique, donc sur le marché international. Mais pour que ces ressources viennent, ça veut dire que ce sont les entreprises qui doivent venir investir. Il faut qu'il y ait de l'espace, il faut qu'on ouvre les marchés, il faut qu'on abroge les monopoles de la SNEL. C'est dans ce sens-là qu'on a libéralisé les secteurs pour dire venez, il y a un marché important ici, venez investir. Et donc c'est pour ça que plusieurs entreprises viennent maintenant travailler à côté de la SNEL, oui. Bien entendu. Donc le monopole de la SNEL est abrogé. Et c'est pour ça qu'on a créé l'autorité de régulation qui, elle, va justement réguler, va essayer de faire l'arbitrage pour promouvoir une bonne compétition dans les secteurs, essayer d'agréer les entreprises qui viennent parce qu'on ne veut pas non plus des aventuriers, et aussi réglementer parce que l'électricité c'est un domaine extrêmement technique mais sensible et pertinent. Il faut beaucoup de protocoles, surtout en termes de standards dans la communication, dans les échanges, surtout quand ça va passer par les réseaux. Donc il faut standardiser, il faut harmoniser, il faut trouver vraiment des normes qui soient convenables. Ça, c'est l'autorité de régulation qui fait ça. Et puis, la libéralisation implique aussi la tarification. Donc il faut un tarif libre que chaque entreprise doit fixer. Exact. Donc voilà, ça c'est les rôles clés classiques de l'État quand il libéralise un secteur. Mais dans le cas de la RDC, avec les retards accumulés, l'État n'abandonne pas complètement tous les secteurs entre les mains du privé. L'État s'est dit, écoutez, il faut quand même qu'on continue à jouer un rôle un peu plus actif, pas seulement passif des régulations, mais il faut également continuer à jouer un rôle. Et c'est comme ça que l'ANSER a été créé. Alors, monsieur le directeur général, justement, je voulais savoir aujourd'hui, quelles sont les priorités de votre agence? Ça, c'est une très bonne question. Les priorités de notre agence, c'est d'abord exister. Ça, c'est la première priorité, il faut qu'on existe. L'environnement, on nous a nommés récemment dans un environnement qui a beaucoup évolué, dans un environnement où la libéralisation du secteur est, je vais dire, plus ou moins effective. Mais nous n'avons pas existé. Donc, il faut d'abord qu'on se crée une place sous le soleil. Dans cet environnement, il faut qu'on existe. Et donc, s'installer, exister, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des bureaux, avoir un personnel qualifié. Vous en avez? Oui, on vient de trouver des bureaux. Les bureaux est déjà là, vous existez. On vient de trouver des bureaux. Ah, d'accord. Donc, il faut qu'on existe aussi dans l'environnement de façon globale. Vis-à-vis des acteurs, il faut qu'on se fasse connaître, qu'on existe. Et bien sûr qu'on a aussi une feuille de route très importante. Notre mission, globalement, nos priorités sont liées à notre mission. Notre mission, nos missions sont de façon globale, c'est identifier les potentiels énergétiques de la RDC, c'est formuler le plan national de l'électrification dans les zones rurales et périurbaines, c'est monter des programmes et projets bancables, c'est développer une stratégie qui va permettre de promouvoir l'accès dans les milieux ruraux et périurbains, c'est mobiliser les ressources, c'est coordonner les activités qui se passent de l'électrification et des services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains, et c'est aussi aller à promouvoir ces potentiels énergétiques de la RDC. Donc il faut absolument développer les capacités parce que c'est un domaine où on vient à peine de les libéraliser comme on l'a dit. Donc il n'y a pas encore assez de masses critiques d'entreprises, des opérateurs dans les secteurs. Il n'y a pas de filières pour la formation. Vous savez, l'électrification, c'est un domaine technique assez important pour lequel il faut des écoles. Et tout ça, les capacités, c'est vraiment des domaines importants. Donc tout ça, ça fait partie de notre mission. Mais bien sûr qu'on a serré. On a serré les priorités, on ne peut pas aborder tout ça à la fois. Donc la première priorité pour nous, c'est de comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans les secteurs. Parce que pendant longtemps, ce secteur a été décrit comme un secteur où il y a un peu de désordre. On doit le reconnaître, qu'il y avait chevauchement entre des attributions, que les secteurs de l'énergie étaient éparpillés entre plusieurs ministères.
où chacun touchait un peu de ceci, de cela, sans que ça soit coordonné. Donc ça, c'est la première priorité, c'est de comprendre qui fait quoi dans le secteur de l'énergie. C'est ce que vous faites déjà? Ça, nous sommes en train de le faire, avoir un mapping global pour connaître les acteurs, pour connaître les programmes, les projets qui existent, pour voir aussi quelles sont les informations pertinentes, les données. Ça, c'est vraiment la première priorité. Une fois que nous avons ça, et aussi on fait un état des lieux global de la situation au niveau du pays. Ensuite, sur cette base-là, nous développons bien sûr les plans d'électrification. Mais nous ne le faisons pas parce qu'il y a déjà des initiatives en termes de plans d'électrification au niveau macro, au niveau master plan qui existe, qui est en élaboration à ce moment. Mais nous voulons au niveau local voir quelles sont les priorités qu'on peut, les projets prioritaires qu'on peut développer. Mais globalement, comme l'État n'est pas notre allié, il faut impérativement mobiliser des ressources. Exact. À peine arrivé, nous nous sommes rendus compte que la manière dont le budget de l'État est monté, la manière dont les pays fonctionnent, parce que nous avons été aussi nommés dans le contexte de Covid qui a sapé tous les efforts économiques du pays. On était dans une phase déjà de croissance économique où on envisageait même, on rêvait de passer à 2 chiffres. Donc du coup, c'est presque un recul de plusieurs années. Du coup, l'économie locale, le budget de l'État subit maintenant beaucoup de pression et ça ne joue pas en notre faveur. Donc il fallait impérativement, en même temps qu'on réfléchit sur le plan d'électrification, qu'on monte des stratégies, qu'on cherche à comprendre, avoir une base de données solide, il fallait impérativement commencer déjà à mettre en place un levier financier important. C'est pour ça que nous avons mis en place le Fonds Mwinda. Voilà, on va parler du Fonds Mwinda par la suite, mais je voudrais tout de même revenir un peu sur les plans d'électrification. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà quelques projections de ces plans? Oui, on a déjà une idée sur ces plans parce que les études antérieures existent. Il y a eu un plan d'électrification qui a été élaboré pour ces pays il y a quelques années avec Sofreco qui parlait d'électrification de ces pays en 2015. Je crois que c'était autour de 2015 à l'époque, le plan d'électrification. Donc il n'a pas malheureusement marché. Et ça, c'est des aspects qu'on a récupérés. Le contexte n'a pas beaucoup évolué, les défis sont là. Donc l'idée de cette planification, c'est de voir quelles sont les technologies les plus appropriées. Nous avons fait cet inventaire, nous connaissons aujourd'hui les priorités, en tout cas en termes d'électrification. Alors l'idée aujourd'hui sur le plan d'électrification, c'est de dire où sont les populations qui n'ont pas accès à l'électricité et quel type de solutions leur apporter. Ça également, nous sommes très avancés là-dessus et nous faisons ça surtout à petite échelle. Parce qu'entre-temps, nous avons trouvé sur les marchés qu'il y a déjà un processus de la formulation du plan national d'électrification financé par la Banque mondiale. L'exercice est très très avancé aussi. Ça, c'est au niveau macro. C'est vraiment un master plan de façon générale. La faiblesse qu'on reproche à ces plans, à cet exercice, il utilise, d'abord il faut avouer que ces plans utilisent des instruments, des technologies de très haut standard, c'est-à-dire le satellite par exemple pour capter, voir les bâtis, comment ça se passe, essayer d'élaborer les plans d'électrification en prenant en compte la densité du pays, comment le pays est occupé en ces jours, ce qui est déjà une très bonne chose. Et surtout quand on regarde ça d'en haut, on peut facilement avoir une perspective assez générale. Seulement, la faiblesse, comme je l'ai dit, c'est qu'au niveau des autorités, au niveau local, les communautés ne semblent pas être très impliquées. Et ça, il y a donc cette rupture-là, ce que nous essayons de combler. Nous allons nous servir de ce master plan qui est financé par la Banque mondiale et qui est sous formulation aujourd'hui au travers de l'UICEM, unité de gestion et de coordination des projets du ministère, que nous avons trouvé aussi déjà sur place. Mais nous allons maintenant essayer de mener un dialogue au niveau local pour remonter et trouver les meilleurs moyens de connecter ces master plans avec les plans locaux. Parce que pour dire vrai, pour électrifier ces pays, c'est plutôt au niveau local. C'est vraiment au niveau local qu'on va trouver des solutions. On ne va pas partir d'un plan global d'électrification pour l'ensemble du pays. Il faut plutôt descendre très bas. Donc il faut utiliser celui-là pour avoir un peu plus d'informations locales. Mais il y a déjà certaines initiatives privées, notamment celles tenues par les religieux dans certains coins de la République. Est-ce que dans votre plan, vous vous intéressez à ce qui existe déjà et voir comment peut-être renforcer leurs capacités, ou bien vous allez faire table rase pour installer juste vos propres initiatives?
Très bonne question. C'est pour ça qu'on a commencé, comme je le disais dans nos priorités, on a commencé par comprendre ce qui existe. Faire un état des lieux. Qu'est-ce qui existe comme projet aujourd'hui, programme? Quelles sont les initiatives en cours, en gestation? Quels sont leurs points forts, leurs points faibles? Qu'est-ce qui marche? Qui sont les acteurs sur terrain? Donc ça, c'est un premier exercice que nous avons fait. Et nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Nous sommes en train de voir qu'il y a quand même une bonne dynamique qui se passe. Il y a quelques initiatives privées, des entreprises privées, communautaires, ça et là, à travers les pays. Et nous voulons voir quel est le business model qui soutient ces initiatives, apprendre d'eux. Il y a des très bons succès que nous voyons là-bas, que nous allons soutenir, accompagner. Mais en même temps, nous sentons globalement, pour être vrai, pour dire vrai aussi, nous sentons que ces initiatives ne sont pas nombreuses. Elles sont juste encore à un niveau satellite et très, très localisées. Donc c'est vraiment... C'est où vous les localisez où généralement? Comme je l'ai dit, vous avez mentionné celui qui est au niveau du plateau de Bateke. Vous voyez, c'est vraiment très local. Nous avons quelques initiatives à l'est du pays, donc au nord Kivu, dans l'arrière-pays de Goma. Quelques initiatives également au sud Kivu, arrière-pays de Bukavu. Et puis quelques initiatives isolées au centre, vraiment isolées. C'est encore très très localisé. Donc c'est vraiment polarisé, quoi. Ce n'est pas très répandu. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas cette dynamique intéressante. Parce que les gens ne connaissent pas le marché qu'il existe. Et il n'y a pas assez de gens qui se jettent. Déjà, les gens ne sont pas informés que le secteur est libéralisé. C'est ça. Mais les initiatives qui existent, il y a de très bonnes leçons qu'on a apprises. Il y a des faiblesses. Nous avons découvert qu'il y a beaucoup de Congolais, des ingénieurs congolais qui montent, par exemple, les turbines, les roues hydrauliques, qui fabriquent les choses et qui marchent, qui produisent de l'électricité. Même si nous avons constaté qu'il y a quelques soucis au niveau technique, c'est-à-dire le courant qui est produit parfois n'est pas potable. On a une tension qui n'est pas stable. Voilà, un régulateur qui ne marche pas beaucoup. Donc ça, c'est quelques faiblesses technologiques, mais qui peuvent être corrigées. On fait des audits technologiques sur base de ces initiatives que nous avons vues, mais c'est déjà très bien. Parce que c'est des jeunes gens qui n'ont pas fait l'université, qui ne sont pas des ingénieurs civils. Vous savez déjà qu'on n'a pas beaucoup d'ingénieurs civils dans ces pays. On m'a donné les statistiques, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays n'a produit que 3050, 3100 ingénieurs civils. Vraiment. Et qui ne sont pas dans les milieux ruraux. Mais ce que nous avons vu dans les milieux ruraux, ces petites technologies sont portées par des gens qui ont fait 2 ans post-primaire et qui produisent de l'électricité. Donc il est question de les renforcer, de les soutenir, d'aider à domestiquer tout le travail qui est en train d'être fait et lui donner de l'ampleur. Et quelle est l'urgence aujourd'hui pour l'ANSER? Oui, ça c'est une question importante. L'urgence pour l'ANSER aujourd'hui, c'est mobiliser des ressources. Ça c'est très important. Il faut que nous ayons des ressources parce qu'il y a plusieurs études qui existent, qui ont indiqué les états des lieux. Il y a plusieurs études qui indiquent aussi les défis pour les secteurs. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment les ressources, c'est la coordination et ça nous sommes déjà en train de nous y prendre. On peut faire la coordination sans beaucoup de moyens, nous sommes en train de le faire. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à fédérer l'ensemble des initiatives, nous nous faisons connaître, nous avons compris qui fait quoi et on essaie de mener un dialogue. Mais derrière tout ça, il faut des ressources. Et l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est mobiliser les ressources. Très bien, monsieur le directeur, parce que vous avez parlé des initiatives, je voudrais savoir si vous avez des chiffres, en termes de chiffres, combien d'initiatives vous avez déjà eu à identifier dans l'arrière-pays qui fonctionnent ou qui nécessitent un renforcement? Là, nous venons par exemple de réaliser une mission de terrain dans les Kasaï centrales. Nos équipes sont parties au Kasaï central et au retour, ils m'ont présenté un paquet de 30 fiches de projets. 30 fiches de projets sur les centrales hydroélectriques qui sont en arrêt, abandonnées et qui datent peut-être de l'après-indépendance, en tout cas les années 70, les années 80, et qui ne fonctionnent plus, qui sont complètement abandonnées, pour lesquelles effectivement, selon les premières informations que j'ai reçues, parce que dans mon équipe il y avait des techniciens congolais de très très bon niveau, ils ont dit que ce sont des vieilles technologies, mais en réalité, la plupart de ces machines qui sont en arrêt nécessitent simplement des petites révisions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces de rechange qui n'existaient plus. Donc ça, c'est juste des petites corrections qu'on pourra faire. Mais dans certains cas, il faut effectivement reprendre toute l'infrastructure. Donc on a aujourd'hui 30 fiches de projets pour
la province de Kasaï, plutôt la région Kasaï dans son ensemble. Le grand Ça fait Kasaï. 5 provinces quand même. Ok. Et ces 30 fiches de projet ont en commun qu'il y a un potentiel, et confirme ce que nous pensons toujours, le potentiel il est là. Les ressources existent et qu'il y a eu même des tentatives de développement de ces ressources parce que la plupart des centrales identifiées sont en arrêt. En arrêt, pourquoi? C'est ça qu'on veut comprendre. C'est juste parce qu'il y a des problèmes techniques. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, en arrêt, certains, ce n'est pas vraiment les problèmes techniques, mais globalement aussi, c'est les problèmes des modèles de gestion. C'est-à-dire c'est des zones où il n'y a pas assez de population aujourd'hui, il n'y a pas un marché important. Et donc, les centrales ont tourné à fond, presque à vide, sans une demande. Il ne faut pas oublier ça, que l'électricité, on peut avoir l'électricité, mais dans certains endroits, certains endroits, l'électricité a existé, mais n'a pas amené la transformation dans ces milliers d'euros. Simplement parce que c'était mal conçu aussi, c'était mal positionné. On a profité parce qu'il y avait un potentiel hydroélectrique, on a développé, mais sans penser qui est-ce qu'on va alimenter, qui est-ce qu'on va desservir avec ça. Donc ça, c'est des leçons à apprendre. Aujourd'hui, si nous voulons développer un programme, il faut qu'on travaille sur toute la chaîne. On va produire, c'est pour quelle communauté, c'est pour quel marché, quelle est la perspective à moyen terme, à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, si je comprends, alors, vous allez choisir des villages que vous allez électrifier. Vous allez choisir des endroits où vous allez mettre de l'argent parce que vous n'allez pas mettre l'argent pour mettre, mais il faut trouver du répondant. Oui, c'est vrai qu'on va choisir, mais je ne vais pas parler des termes de choisir. C'est comme si nous avons ces pouvoirs discrétionnels de dire je vais investir ici, je vais investir là-bas. Et donc ça peut être assez arbitraire et dans un contexte comme le nôtre, c'est assez sensible. Je pense qu'on va plutôt, sur base d'une batterie de critères, on va prioriser les villages à électrifier. Je préfère qu'on dise comme ça, prioriser en fonction d'un certain nombre de critères qui vont être définis. Ces critères, c'est notamment, effectivement, on va combiner plusieurs critères. Il faut qu'il y ait effectivement du potentiel qu'on peut développer localement. Il faut qu'il y ait une demande qui se dessine, en tout cas même un minimum de demandes qu'on pourra soutenir bien sûr. Et puis, il faut bien entendu que ces zones-là soient des zones où il n'y a personne. Il n'y a pas d'opérateurs. Parce que l'idée, il y a beaucoup de zones qui sont en recul, qui n'ont pas connu l'électrification depuis 60 ans. Ça, c'est des zones qui vont faire l'objet de des zones prioritaires, de notre feuille de route. Même s'il n'y a pas de demande, vous allez quand même vous installer là? Oui, parce qu'en fin de compte, je suis d'accord, la question des demandes, c'est une question importante. Moi, je suis économiste de formation aussi. Nous avons tous appris à l'université que c'est l'offre, c'est plutôt la demande qui suscite l'offre. Mais nous savons aussi qu'il y a des modèles inverses où c'est l'offre qui va susciter la demande. Donc dans ce cas précis, dans certaines zones, c'est l'approche qu'on va utiliser. On va lancer l'offre. Déjà l'offre est insuffisante. Même sur là où il y a la demande, l'offre déjà est insuffisante. Mais dans ces milieux-là, nous allons essayer de construire l'offre parce que nous savons qu'il y a une demande qui dort, qu'il faut simplement réveiller. Au départ, ça va concerner les ménages. Mais après, il faudra étendre ça aux services énergétiques en milieu rural, c'est-à-dire l'outil de production. C'est pour ça qu'on s'appelle agence de l'électrification. On électrifie, mais au-delà de l'électrification, c'est promotion des services énergétiques en milieu rural. C'est-à-dire qu'il faut développer la demande, il faut la construire. Ça, c'est très bien. Et quelles sont les solutions que vous allez proposer? Les solutions qu'on va proposer, on l'a dit, première solution, c'est parce qu'on a fait les diagnostics à démontrer que les systèmes classiques, c'est lesquels? C'est les réseaux. Grand Inga qui se connecte, qui va distribuer de l'énergie sur l'ensemble de ces pays, n'a pas marché. Ces modèles-là n'ont pas marché. Donc, du coup, les modèles qui s'opposent à celui-là, c'est les modèles décentralisés. Solutions décentralisées. C'est ça la solution. Justement, dans ces solutions décentralisées, c'est quoi? Ça va être de l'éolienne, ça va être du photovoltaïque, ça va être de l'hydroélectricité. Ça va être quoi concrètement? Qu'est-ce qui est prévu dans certains villages, ainsi de suite? On n'a pas d'a priori. Nous sommes une agence qui prône aussi la neutralité technologique. Nous ne favorisons pas une technologie par rapport à une autre. Tout ça, les études vont confirmer. Mais nous savons qu'aujourd'hui, quand on regarde, j'avais dit qu'il y a un menu assez intéressant, riche dans chaque province, qui est constitué de l'hydroélectricité, du solaire, il y a certains endroits l'éolien, mais il y a aussi la biomasse dans une grande partie du pays, surtout la partie nord, mais il y a aussi la géothermie. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs technologies qui s'imposent. Mais nous avons constaté, après quelques études, c'est que les menus dominants dans tous les territoires, ça va se jouer entre l'hydroélectricité et le solaire.
dans la plupart des cas, parce que les pays bénéficient d'un taux d'ensoleillement très important sur son ensemble, même s'il y a des zones qui ont un potentiel énorme, ça c'est l'Équateur et les Katanga. Vous vous souvenez? Les solaires, ça coûte quand même très cher. Vous aurez les moyens de votre politique? Oui, c'est des préjugés qui circulent toujours. Les solaires, ça coûte cher, ça coûte cher. Il y a 10 ans, effectivement, ça coûtait très cher. Mais je pense que la technologie s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, les solaires, d'abord, ils n'étaient pas assez crédibles aussi. Il y a quelques années, on parlait des solaires, mais ce n'était pas convaincant. Je crois qu'aujourd'hui également, il y a une unanimité aujourd'hui sur la pertinence des technologies solaires. Il y a une grande évolution. Donc, c'est des technologies qui ont maintenant pignon sur rue, qui ont convaincu. Et l'avantage aussi, deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte nettement, les prix ont chuté. Les prix ont chuté suite à la connaissance, à l'accumulation des connaissances. Donc on a des systèmes solaires qui marchent très bien. Et donc ça pourra venir. Et puis nous ne sommes pas les pays, nous ne sommes pas les premiers pays. Nous avons constaté que la plupart des pays de l'Afrique à faible revenu ont réussi à faire des miracles avec les solaires aussi. Mais je dis bien qu'on va combiner avec les autres technologies. Ça dépendra des études, ça dépendra aussi de ce qui se présente comme demande. Tout à l'heure, pour revenir à la question, vous m'avez dit, est-ce qu'on va aller dans une situation, dans une zone où il n'y a pas de demande, promouvoir la demande? Non, les solutions simples dans ces zones-là, ça va être justement les kits individuels, ce qu'on appelle globalement les Solar Home Base, c'est-à-dire les systèmes individuels par ménage. Ça, c'est simple, il a une ampoule qui peut s'allumer, il a la possibilité de charger son téléphone, écouter la radio, et s'il veut aller plus loin, écouter même la télévision, ça c'est possible, mais c'est autonome, c'est vraiment au niveau individuel. Mais tout en sachant que ce n'est qu'un début, de voir s'il y a des initiatives, parce que l'idée pour nous c'est de promouvoir un marché, promouvoir une demande plus consistante. Après, on va voir comment la demande évolue, comment les besoins se présentent. Mais l'idée, c'est derrière les paysans, derrière cet éclairage, derrière cette électrification basique, il faut arriver à changer son mode de vie, arriver à créer des revenus, arriver à transformer les systèmes économiques de façon globale. C'est là la partie qui m'intéresse, en tout cas personnellement, au-delà de l'électrification. Surtout en tant qu'économiste. Bien entendu. Pour moi, ma mission ne se limite pas seulement à faire allumer les ampoules. Appuyer sur l'interrupteur, les ampoules s'allument et puis on applaudit qu'on a atteint notre mission. Non. Il faut plutôt, ça ce n'est qu'une première phase. Pour nous, c'est la première étape, c'est la porte d'entrée. On a la lumière, les enfants peuvent étudier les soirs, ils peuvent prolonger, revoir leurs cours les soirs. La vie peut se prolonger dans les milieux ruraux un peu plus tard parce qu'aujourd'hui tout s'arrête à 17h, 18h, 19h, toute la vie s'arrête. Donc on peut déjà gagner quelques 2-3 heures supplémentaires les soirs, ce qui permet à tout le monde, surtout aux femmes qui travaillent beaucoup, de se détendre, un moment de convivialité en famille. Mais maintenant, au-delà de ça, il faut maintenant voir quelle est la posture suivante pour moi, c'est maintenant la transformation de l'économie locale, c'est-à-dire la création de ce que nous appelons en langage courant, codé, les chaînes de valeur, le développement des chaînes de valeur. Mais est-ce que avez-vous déjà anticipé quand même ces marchés-là pour évaluer et savoir ce que ça représente? On a des exemples concrets que nous avons faits avec le PNIDS. Je citerai Idjoué, l'île d'Idjoué, qui est aujourd'hui électrifiée. Cette zone, nous avons travaillé sur une microcentrale qui arrive à peine à 60 kW. Juste pour le développement de cette chaîne de valeur. La transformation, d'abord c'était le café, ils produisent maintenant l'huile, ils font des savons localement. Et il y a plusieurs autres spéculations locales qui sont transformées, y compris les jus, ils produisent maintenant du jus, ils font les pâtes d'arachide, ils conservent les avocats qu'ils transforment en pâtes aussi d'avocats. Donc ça c'est intéressant, ces modèles-là. Et ça, c'était orienté pour la production économique. Les ménages ont accumulé les revenus, ont augmenté les revenus, ont accru les revenus. Et on a vu maintenant, quand ils ont accru les revenus, ils ont fait demande, ils ont exprimé le besoin d'être électrifiés en individuel. Et en individuel, c'est maintenant aller vers les marchés solaires. Et les marchés solaires les ont permis d'avoir chacun un kit individuel pour alimenter sa maison, tout en dédiant
la production de l'hydroélectricité à des fins de production, mais au niveau individuel, les gens s'équipent avec les kits individuels. Ça, c'est un modèle qui marche bien, qu'on a montré même à plusieurs autres pays, ça marche. Dans plusieurs zones, on peut les faire, même si quelques endroits aussi, on pourra aussi faire les mini-grids, ce qu'on appelle les mini-réseaux, avec les solaires. C'est possible aussi. Déjà, nous avons l'exemple de Nour à Goma, qui développe les mini-réseaux avec les solaires, mais ça, c'est dans la grande ville. Les défis, c'est un peu les coûts, parce qu'on parle quand même, les coûts au kilowattheure, c'est quand même légèrement élevé. Et je pense que ce n'est que le débit, parce qu'il n'y a pas encore une masse critique, c'est le débit, mais nous travaillons aussi pour cet aspect-là de réduction des coûts. Quelle est votre relation avec la SNEL? Très bonne question. Beaucoup de gens me posent cette question-là tous les jours et ça prendra encore du temps pour que les gens comprennent notre mission et la différence entre nous et la SNEL. Nous sommes conscients que ça prendra du temps. La SNEL, c'est plus de 40 ans de monopole dans les secteurs. Et c'était la SNEL qui a tout fait, produire, transporter, distribuer et consorts. Et la SNEL elle-même, dans son bilan, elle a fait un bilan après 40 ans au service de la nation et qu'elle a besoin de ressources importantes, qu'elle n'est pas parvenue à électrifier les milieux ruraux et périurbains parce que simplement, elle n'a pas les ressources pour faire face à cette demande importante. Elle a focalisé tous ses efforts dans les villes, dans les grandes villes, surtout dans les zones minières. C'est un peu le même modèle qu'on a hérité de l'indépendance, dans lequel la SNEL a poursuivi un peu son travail. Donc du coup, ces besoins nécessitent beaucoup de ressources, beaucoup d'argent. Et c'est ça, la recommandation issue de cette analyse, de cet état des lieux, a obligé soit l'État qui était les partenaires, les seuls bailleurs de la SNEL, de donner une enveloppe conséquente à la SNEL pour étendre son rayon d'action, étendre son réseau et desservir les autres communautés. Mais c'est une enveloppe colossale, que l'État ne s'est pas mobilisé. Mais l'État dit, écoutez, je ne sais pas faire, je ne sais pas réunir ces montants-là. Mais alors on dit, bon, écoutez, si vous ne savez pas réunir, il y a des gens qui ont de l'argent pour venir investir. Donc du coup, il faut ouvrir les marchés. C'est pour ça qu'on a ouvert les marchés. Et la SNEL n'est qu'une entreprise commerciale. Elle est en train de se transformer en une entreprise commerciale pour faire face à d'autres. Et donc, comme je le disais, nous, en tant qu'ANSER, on va rester maintenant l'œil de l'État pour essayer de conseiller le gouvernement sur attirer son attention sur les zones rurales et périurbaines qui ne sont toujours pas alimentées. La SNEL sera aussi un partenaire à l'ANSER. Comme les autres sociétés qui vont arriver, les autres opérateurs, comme on les appelle, qui vont arriver, vont être des partenaires, pourront bénéficier de tous les plaidoyers que nous faisons pour que les milieux ruraux et périurbains soient électrifiés. Parce que si je vous pose cette question, c'est parce que la SNEL a aussi un programme d'électrification rurale. Et je me pose la question, ça ne va pas créer une sorte de conflit d'intérêts? Très bien, très bonne question. Et là, une direction, effectivement, c'était même un moment, une division, c'est passé même une direction parce que c'était des grandes ambitions. Mais après, la SNEL n'a pas réuni les moyens nécessaires pour développer ça, on le sait. C'était déjà très bien. Il y avait même un plan d'électrification rurale et périurbaine que nous avons exploité aussi. On a vu les perspectives, comment ça se présente, ainsi de suite. Donc cette division-là, la SNEL a tout intérêt à développer sa direction-là, à positionner sa direction-là pour effectivement capter les marchés que nous allons mettre en place. Parce que nous allons lancer des appels d'offres. La SNEL, dans sa transformation, il y a des volets de la transformation de la SNEL. Les volets juridiques, c'est-à-dire faire les sévrages avec l'État, et puis il y a les volets redressement économique. Il faut que la SNEL se redresse économiquement. Les milieux ruraux et périurbains, c'est un grand marché. C'est quand même plus de 80 millions qui ne sont pas électrifiés aujourd'hui et qui intéressent la SNEL, mais qui doit se transformer. La SNEL aussi va changer d'approche. Ce n'est pas seulement étendre les réseaux, va aussi peut-être investir dans les micro-réseaux, mini-réseaux. Et donc, on va voir aussi comment se positionner dans ces marchés. Nous, en tout cas, nous allons communiquer, dire voilà, il y a de nouvelles opportunités. Et la SNEL peut s'organiser en interne pour dire, mais tiens, on a une direction de développement, d'électrification rurale. On peut équiper cette direction de développement rural pour capter aussi les marchés que ANSER va mettre à disposition. Nous allons ouvrir les marchés pour tout le monde. ANSER, plutôt pour la SNEL et pour tous les autres. Et ce sera par dossier d'appel d'offres. Parce que la SNEL aussi s'est enregistrée maintenant dans sa nouvelle posture, dans son nouveau statut, est un opérateur qui commence aussi par se faire enregistrer auprès de l'autorité des régulations, comme tous les autres opérateurs. Et aussi va pouvoir saisir les appels d'offres qu'on va lancer. Là, vous anticipez déjà ma question sur les fonds, mais je vous pose deux petites questions avant d'entamer la partie fonds, Mwinda. La première question, l'ANSER a besoin de combien en termes d'argent? Quel est le montant dont vous avez besoin pour subvenir à votre politique?
Oui, on a fait des calculs simples. Le montant, il est connu. Aujourd'hui, c'est un montant public qui fait trembler. Je sais, beaucoup de gens, quand ils entendent parler de 500 millions, ils se disent quoi? 500 millions en 4 ans? Oui, 500 millions pour 500 millions de dollars pour 15 millions de personnes. Ok. Ça, c'est des calculs simples, basiques qui ont été faits. Je ne vais pas donner les moyennes, mais on peut carrément prendre 500 millions divisé par 15 millions. On va voir la base moyenne que nous avons utilisée. À l'intérieur, il y a toute la partie études, il y a toute la partie qui va permettre d'assurer des subventions, c'est-à-dire une petite partie des prises en charge de l'État, mais il y a aussi toute la partie qui va concerner les entreprises qui vont aller investir dans ces zones-là. Donc aujourd'hui, tous les calculs qu'on a faits, ça tourne autour de 500 millions. C'est vraiment le minimum. Donc pour 4 ans? Pour 4 ans, avec comme résultat 15 millions de personnes électrifiées. Yeah. Ça, c'est très et bien. Ça va générer autour de 300 000 emplois. Waouh! En tout cas, j'ai hâte de voir ça s'accomplir. Hein? Le défi, c'est mobiliser ces ressources-là, bien Justement. sûr. Et ça, mais est-ce que vous avez des partenaires? Bien sûr que les partenaires sont là, et ils sont là. Mais les premiers partenaires, bien entendu, c'est l'État congolais. Ouais. Je crois que ça, nous sommes dans la bonne voie parce que le chef de l'État l'a très bien compris, ne cesse de le dire lui-même. Et il a posé les premiers gestes que nous avons vus avec 10 milliards de francs congolais, autour de 5 millions de dollars. Et pour lui, ce n'est qu'un premier geste. Plusieurs gestes vont suivre de son côté. Ça c'est la partie qu'on appelle l'allocation présidentielle. Et il a exhorté le gouvernement à faire de même et à faire davantage d'ailleurs. Je crois c'est pour nous un des résultats clés des réunions que nous avons eues la semaine passée, cette recommandation forte du président de la République en disant qu'il veut, dans toutes les lois de finances, désormais, qu'il y ait une allocation consistante pour alimenter les fonds Mwinda directement. Et ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant. On ne sait pas combien, mais j'ai pris que le gouvernement arrive à 100 millions par an. Bien. Ça c'est déjà mon rêve. Je sais qu'on va négocier avec le gouvernement. Nous attendons le prochain Premier ministre qui va arriver et je pense qu'on arrivera. Ça c'est très bien. Alors, Fonds Mwinda, parlons-en justement. Le fonds a été lancé déjà avec une dotation du président de la République qui s'élève à 5 millions de dollars. Et quel est le mécanisme qui sera mis en place pour gérer ces fonds? Les mécanismes qui seront mis en place pour gérer ces fonds, c'est d'abord la transparence. Deuxièmement, ça va être le professionnalisme. Donc il y aura une firme, un organe technique autonome que nous sommes en train de recruter d'ailleurs, qui va nous aider, nous appuyer. Comme nous n'avons pas encore de capacités, on vient d'arriver, nous n'avons que 4 mois. On ne peut pas aujourd'hui dire que nous avons des gens pour gérer cet argent-là. Nous préférons rester dans la politique, c'est-à-dire la conception des orientations politiques pour l'électrification. J'avais parlé des plans d'électrification, les stratégies pour atteindre les plus pauvres et ceux qui sont enclavés dans les zones rurales et périurbaines, rechercher des financements supplémentaires, coordonner les différents programmes. Ça, c'est notre mission où nous sommes très à l'aise. Alors, par contre, pour la gestion des ressources, c'est assez sensible, c'est assez technique aussi. Ça, nous allons confier, nous allons externaliser ça, confier à un professionnel qui va gérer ces ressources-là. Et là, ça va également être communiqué. Ça sera de manière transparente. Ça sera pour tout le monde. Seulement, les entreprises doivent savoir qu'il y aura des critères pour faire partie des bénéficiaires de ces fonds, du côté des entreprises. Et c'est pour ça que les entreprises sont en train de faire un groupe, sont en train de faire une sorte de fédération qu'ils appellent Association congolaise des énergies renouvelables et décentralisées. C'est une fédération qui va regrouper toutes les entreprises qui veulent aller dans les milieux ruraux et périurbains. Et ces entreprises, observer un certain standard. Ces standards, notamment sur la qualité des produits qu'elles vont mettre sur le marché. Nous y tenons parce que les milieux ruraux sont assez sensibles. C'est des milieux où il n'y a pas assez d'argent. Nous ne voulons pas gaspiller les peu d'épargne des ménages en leur donnant des produits qui viennent, je ne sais pas moi, de quel monde et qui vont au bout de 6 mois. On en a connu ce genre d'aventure, périmés, et des produits qui ne sont plus fonctionnels et ça devient contre-productif pour le programme. Donc là, nous sommes en train de travailler sur des produits de très très bons standards, des standards très élevés. Malheureusement, comme conséquence, ça va coûter un peu cher. C'est ça la contrepartie. Et donc c'est pour ça qu'on Et en ce moment-là, vous intervenez quand même pour alléger. C'est dans ce sens-là qu'on va essayer aussi d'intervenir pour prendre en charge une partie des coûts d'acquisition. Mais aussi, les ménages ne paieront pas cash pour s'équiper, étant donné qu'ils n'ont pas d'épargne
qui n'ont pas de capitaux aujourd'hui. Donc on va échelonner les remboursements. Ils vont avoir accès un peu à des crédits qui vont s'échelonner sur 24 mois, peut-être dans certains cas 36 mois, pour rembourser progressivement. Et à ce moment-là aussi, l'État va commencer à compléter. Donc il y aura déjà une certaine subvention à l'achat et puis on verra comment ça va évoluer. Ah, ça c'est une très bonne idée. Je pense peut-être que par votre truchement, nous aurons à recevoir certainement l'association des entreprises qui vont travailler dans ces domaines pour essayer un peu de comprendre quel type de solutions ils vont proposer aux communautés. Parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas besoin d'avoir des produits qui vous les utilisez aujourd'hui, 6 mois après, vous êtes obligé de renouveler et ça va être très difficile. Comment vous allez faire, par exemple, pour atteindre des villages qui sont très enclavés dans la forêt équatoriale? Vous y avez pensé? Ça, c'est un défi extrêmement important, c'est énorme. C'est l'enclavement parce que même le développement des services énergétiques en milieu rural et périurbain devrait dépendre aussi des infrastructures routières. Les gens peuvent bien produire. Avec l'électricité, ils peuvent transformer les produits. Mais faut-il les écouler? Pour les écouler, il faut qu'il y ait des routes. C'est pour ça que nous, en SER, dans la stratégie de l'électrification, nous travaillons directement avec les provinces. C'est pour ça qu'on veut être sur le terrain. Et l'électricité n'est pas un maillon à part. C'est un maillon dans la chaîne de développement de la province. Donc c'est un axe du plan de développement provincial. On va vraiment intégrer ça dans les plans de développement provincial. Pour dire l'électrification dans cette zone-là, ça va permettre de relancer la production, ça va permettre de susciter la petite industrie locale, vraiment, même si c'est vraiment les PMI, la petite et moyenne industrie, à échelle vraiment encore rudimentaire, avec des moulins, c'est déjà une petite unité de transformation. Si on passe des systèmes où on utilise les mortiers et ainsi de suite pour passer au moulin, c'est déjà une petite transformation. Et ça, on va dire, mais après, si on produit, ça va sortir comment? Et donc, ça va être à la fois pour les gouvernements provinciaux, pour voir, on peut prioriser les infrastructures dans ces zones-là parce que l'énergie va arriver. Et ça, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec le ministère de l'Aménagement du Territoire, les plans de développement local, pour voir que ça soit quelque chose qui rentre dans un package, dans une solution globale. On ne peut pas travailler en disant on va faire un plan d'électrification simplement en utilisant les satellites, comme je le disais tout à l'heure, pour voir les zones qui ne sont pas électrifiées. Et puis on débarque dans ces zones-là, on électrifie. Non, il faut un dialogue des politiques. Dialogue des politiques, c'est avec l'agriculture, les priorités de développement de cette province. Et ça va permettre de faire des choses utiles. Parce qu'après, on ne veut pas avoir une production importante parce que l'électricité est là. Et plutôt que de construire des routes, on va commencer à construire des amas de stockage. Après, la production va rester, ça ne change pas. C'est ça. Donc, ça vraiment, mais est-ce que ces messages sont bien assimilés par les gouvernements provinciaux? Ils sont tous conscients de ça. Et c'est pour ça que nous avons hâte, comme je le disais, exister, ce n'est pas seulement avoir des bureaux à Kinshasa. Exister pour nous, c'est être présent en province. C'est être à côté de ces gouverneurs. Les premières missions que j'ai effectuées dans les provinces montrent cette urgence-là de venir. Et c'est peut-être l'occasion aussi de saluer certains gouverneurs qui sont déjà proactifs et qui nous donnent déjà des bureaux. Très bien. Je suis heureux d'annoncer que le gouverneur de Kasaï central, par exemple, vient de nous donner un bureau en disant en SER, je vous vais sur place. Actuellement, je vous vais en urgence ici au Kasaï central. Voici un local, voici un bâtiment que je vous donne. On va peut-être financer quelques travaux de réhabilitation, mais nous sommes au Kasaï. Et je sais que celui de l'Ituri fait la même chose. Nous avons rencontré les ministres et les gouverneurs de l'Ituri qui est aussi prêt à nous donner des bâtiments. Nord Kivu, par-ci. Donc on a effectivement besoin, hâte de nous voir sur le terrain, d'être là, parce que nous sommes aussi ces conseillers. Nos experts qui seront sur le terrain sont aussi les conseillers auprès des gouverneurs pour essayer d'intégrer l'énergie dans une dynamique de développement global. Très bien, monsieur le directeur général. Qu'en est-il du programme ou du contrat que les chefs de l'État avaient signé avec le groupe B-Box pour apporter des kits d'électrification aux communautés? Vous vous souvenez quand même de ça? Oui, bien sûr. Ça, c'était à Londres l'année dernière, effectivement. Et B-Box est un des partenaires, effectivement, de la CERT, qui fait partie de la CERT, donc qui est disposée, c'est une jeune entreprise, mais qui est en train de croître de manière extraordinaire et qui offre aussi de très bonnes solutions. Et donc, qui pourra également faire partie de ces entreprises qui vont compétir pour les fonds Mwinda. Donc, B-Box est une très grande entreprise. On a vu les résultats du travail qu'ils font à Goma, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et donc, c'est des partenaires comme ça et qui sont prêts aussi à aller partout à travers le pays. Très engagés, déterminés, ciblés, ayant ciblé la RDC. Et B-Box dispose aussi d'un capital important d'argent qu'ils veulent
investir au Congo dans les cadres de l'électrification. Mais les contrats, là, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'exécution et pourtant il a été signé. Non, un protocole d'accord, ça veut dire qu'il demande si le gouvernement est prêt à autoriser l'arrivée des B-Box, si le gouvernement peut compléter sa part du travail. Sa part du travail, c'était quoi? C'est mettre en place, par exemple, un levier financier comme le Fonds Mwinda. Ça fait partie des éléments qui rentrent dans ces protocoles. Nous mettons en place nous venons de mettre en place ces leviers financiers. Et il a été capitalisé déjà avec la première mise du chef de l'État. Donc, nous sommes en train de compléter notre part des contrats. Pas seulement, ça ne va pas seulement intéresser B-Box, mais ça va intéresser toutes les autres entreprises. Parce que Fonds Mwinda, ce n'est pas seulement pour B-Box, c'est pour l'ensemble des entreprises. Mais ça, c'était parmi les éléments du protocole d'accord entre B-Box et le gouvernement. Mettez en place des facilités, nous sommes prêts à aller même dans les milieux ruraux. Et le chef de l'État a accompli sa part d'engagement. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut que B-Box, dans son tour, accomplisse sa part. Mais nous savons que ce n'est pas seulement B-Box, toutes les autres entreprises sont. Nous, en tant qu'ANSER, encore une fois, nous sommes dans la neutralité. Nous sommes vraiment open à tous les autres partenaires. Nous n'avons pas des relations privilégiées avec un quelconque partenaire, mais nous voulons que les marchés soient réellement ouverts et que tous viennent, parce qu'il est grand ces marchés et nous avons besoin de tous les partenaires, comme je l'ai dit. Idesba Chinamoula, je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? Non, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je ne vais même pas beaucoup intervenir sur la presse parce que le travail qui nous attend est très important. Ouais, on a parlé du on fonds. veut vous juger sur les terrains. On a parlé du fonds. On a vu déjà la première mise du chef de l'État. J'ai hâte que tout cela se matérialise. C'est pour ça que depuis que le chef de l'État nous a défiés en mettant sa mise déjà, et la première mise. Donc nous, on ne dort plus parce qu'on sait déjà que toute la presse, vous autres et tous les autres, vous nous talonnez déjà derrière nous. On vous regarde. Donc ça nous met déjà vous n'avez plus de raison pour nous dire non. Ça nous met beaucoup sous pression, moi et toute mon équipe. Donc on est conscient qu'il faut maintenant passer à l'action et nous sommes très avancés dans le dialogue. C'est l'occasion d'inviter encore tous les partenaires, de rappeler à B-Box que vous avez cité, de s'activer maintenant. Tous les autres qui veulent signer les protocoles d'accord avec nous, nous sommes open pour aller de l'avant. Et nous travaillons aussi à mobiliser l'expertise nécessaire pour élaborer ces guides en termes de plans de planification, les orientations politiques. Nous sommes en train de faire un effort pour nous déployer en province rapidement. Quelques gouverneurs nous ont déjà offert des bureaux. Nous ont défié aussi, ça c'est un défi. Vous avez des bureaux, voilà, on ne peut pas attendre 2 mois, 3 mois pour aller, donc on doit être là, travailler avec eux pour qu'ensemble nous puissions monter quelque chose de plus consistant et aussi attirer d'autres partenaires, mais surtout mobiliser les ressources. Là, nous n'avons que 5 millions, nous, sur un budget de 500 millions. 500 millions. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même un centième pour l'instant. Mais c'est déjà beaucoup et nous pensons que tous les autres Congolais, parce que ça aussi c'est un partenariat important qu'on doit avoir avec les compatriotes congolais, où qu'ils se trouvent. $1 symbolique, $5, $10, $100. J'ai donné seulement l'exemple la fois passée en disant si chaque Congolais, nous prenons sur les 80 millions, les 100 millions que nous sommes des Congolais, nous prenons un cinquième, 20 millions, et que chacun donnait $1 par mois, au bout d'une année, nous avons au moins 200 millions. Parce que par mois, ça fait 20 millions. Et si nous le faisons 10 mois de l'année, ça nous fait 200 millions. Donc au bout d'une année... Mais l'initiative doit partir d'en haut. Oui, mais il est parti d'en haut. On a vu 5 millions. Il faut maintenant nous dire, il faut maintenant que lui qui est en haut nous dise, bon, écoutez les gars, mettez il a lancé les messages. Les messages est passé, le chef de l'État a lancé les messages. On dit, voilà, compatriotes, partenaires, tous. Je viens de donner le temps, je viens de donner l'exemple. Donc c'est tout le monde. Effectivement, nous allons travailler là-dessus parce qu'il faut qu'on ouvre aussi un compte. C'est parce qu'on est en train de recruter les gestionnaires du fonds. Dès qu'il est là, c'est lui qui va nous aider à faire ça. Parce que nous voulons vraiment qu'il y ait une séparation nette entre nous qui sommes politiques sur la conception d'orientation politique et les gestionnaires du fonds. Donc notre idée c'est ça. Monsieur le directeur, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ce n'est pas si facile de mettre la main sur vous. Merci. Voilà que vous nous avez donné suffisamment d'informations et je pense que même nos téléspectateurs sont satisfaits de votre prestation. Déjà, vous parlez bien. Je vous connais depuis longtemps. Vous êtes quelqu'un de très convaincant et qui convainc aussi facilement. Merci beaucoup, Alfred Toumba. Mais j'aimerais que la prochaine fois, une telle émission se passe sur le terrain. C'est ça mon rêve. Avec plaisir. Et c'est une ambition pour moi. Quelque part dans un endroit où c'est éclairé, où nous sommes en train de faire de l'électrification. En tout cas, toute mon équipe sera
sera disponible Voilà. pour vous Et- accompagner et Parce aller que visiter. c'est ça aussi les bénéfices de l'électrification. Ça va permettre d'avoir ce genre de relais, de faire des directs à partir de terrain. Oui, oui. Pas seulement bien sûr. les relais, pas connaître la France comme tous nos enfants Vraiment. connaissent complètement la France, la Belgique, ils connaissent les États-Unis, Exactement. mais ils ne connaissent pas ce qui se passe dans ces C'est Congos ça. profonds. C'est Simplement ça. parce qu'il n'y a pas d'électricité, ils ne sont pas connectés. C'est Donc ça. on rêve vraiment qu'on puisse arriver à ça. Et ça, c'est l'électricité, parce que c'est lié aussi au numérique, au développement du numérique. ouais, Ça, c'est aussi un partenariat qu'on Ça, est en c'est train de vrai. développer. Électrification, développement du numérique. Aujourd'hui, avec Covid, les enfants ne savent plus aller à l'école, mais si les gens ont de l'électricité, ils vont avoir l'Internet Ouais. et ils vont étudier à la maison où qu'ils se trouvent. Donc, voilà. C'est ça, c'est un défi et je sais que vous êtes en mesure de relever ces défis. Et nous vous souhaitons plein de bonnes choses et plein de succès à votre mandat. Merci beaucoup. Et nous espérons qu'un jour nous reviendrons encore, comme vous l'avez dit, peut-être sur les terrains pour essayer un peu de voir ce qui s'est fait et pouvoir communiquer. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. Ça a été un plaisir de recevoir le directeur Chinamoula sur ce plateau. Comme je l'ai dit, ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit un directeur général sur notre plateau. C'est un plaisir de les recevoir aujourd'hui et voilà qu'il vous a donné suffisamment d'informations sur ce que fait son entité et sur les perspectives que l'ANSER a pour le développement des services d'électricité dans les milieux ruraux. Et nous vous fixons rendez-vous prochainement, c'est-à-dire le week-end prochain, avec un nouvel invité autour d'un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Oui, j'aime bien les plateaux, j'aime bien ces concepts des Environ News où nous avons justement à travailler dans la nature. C'est vraiment les milieux où je suis appelé à travailler, en milieu ruraux et périurbains. Donc vous m'aviez vraiment ramené dans ma zone de prédilection et j'apprécie. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai hâte que ce genre d'émission se passe effectivement dans les zones, dans les milieux ruraux et périurbains où nous sommes appelés à électrifier. Franchement, c'est ce concept que nous voulons. Quitter les studios, quitter les grandes salles UP de Kinshasa et faire des choses comme ça dans les milieux ruraux et périurbains.